C'est l'heure du sonneur. Et pour cette chronique police-justice, je reçois mes deux chroniqueurs chouchous du jeudi. Bonjour à vous deux. Bonjour Clémence. Bonjour Clémence. Bonjour Alexandre, je rappelle, vous êtes chroniqueur, notre chroniqueur police et auteur de Essayer la démocratie au bal masqué de la Macronie édition Talma. Bonjour à vous Régis, avocat à la cour, auteur du blog Vue du droit et auteur également de Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Régis, on a voulu chercher une petite musique pour vous, on l'a pas trouvée libre de droit, donc je vais chanter ici devant tout le monde. Joyeux anniversaire Régis, joyeux anniversaire. Et bon, la bougie, ce sera pour un petit peu plus tard. En tout cas, Oui, un très très joyeux anniversaire. Les gâteaux et les cadeaux, faudra pas oublier les cadeaux quand même. Parce que... Non, mais on avait dit camembert aux pommes, mais bon, il faut qu'on réussisse à vous voir aussi, faut que vous veniez de temps en temps. C'est une date importante. D'abord, enfin, je dis pour moi. Je rentre dans ma 75e année, ça va donc faire 3/4 de siècle, c'est pas mal. Hein, et bon, je continue à me bagarrer, je continue à parler. Je pense que un jour, quelqu'un me posait la question. Mais quand est-ce que tu vas t'arrêter? Alors, j'avais répondu quand je serai mort, et encore, c'est pas sûr. Hein, donc, c'est sympa me pour supporter encore. Oui, c'est ça. Vous viendrez encore nous embêter. En tout cas, là, on est très heureux que vous soyez avec nous et que vous continuez de taquiner l'actualité avec nous. Et évidemment, cette actualité est très riche, notamment avec notre cher président Emmanuel Macron. Alors, on avait déjà relevé, et on en a beaucoup parlé ici, de troupes en dynamique, hein, cette fameuse expression d'Emmanuel Macron qui voit toujours tout en marche. Il a rappelé également qu'il ne fallait pas être lâche. Je vous propose d'écouter cet extrait. Du fait que la guerre est revenue sur notre sol, que des puissances devenues inarrêtables sont en train d'étendre la menace, chaque jour de nous attaquer nous-mêmes davantage. Et il nous faudra être à la hauteur de l'histoire et du courage qu'elle implique. Ce sera aussi notre responsabilité aux uns et aux autres. Et c'est cela aussi que je suis venu bâtir. Il faudra être à la hauteur de l'histoire, rappelle Emmanuel Macron. D'ailleurs, pour être à la hauteur de l'histoire, il a convoqué hier les présidents François Hollande et Nicolas Sarkozy, réunis à l'Élysée. Et puis aujourd'hui, ce sont les chefs de tous les partis représentés au Parlement qui vont être autour d'Emmanuel Macron concernant la question de l'aide à l'Ukraine. Voilà, alors serons-nous à la hauteur de l'histoire? C'est une question que je suis obligée de vous poser ce matin, Alexandre Langlois. A priori, ça dépend de ce qu'on veut dire par à la hauteur de l'histoire. Déjà, l'histoire est écrite par les vainqueurs, comme le disait Napoléon. Et aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons pas une classe politique à la hauteur de ce que peut être la France. Beaucoup de gens, d'ailleurs, parlent de Macronie plutôt que de France. Donc, à hauteur de l'histoire, déjà, recommençons par reconstruire notre pays avant d'aller fanfaronner ailleurs. La deuxième chose, c'est que derrière, on a pu voir Emmanuel Macron est isolé sur la scène politique internationale. Donc, il est tout seul. La France contre la Russie tout seul, c'est pas terrible. J'avais pu discuter avec certains généraux. Ils ont dit la meilleure chose qu'on a à faire, c'est se rendre. Ou alors voir la France se raser de la carte. Où on peut éventuellement déclarer une guerre nucléaire. Mais enfin, le seul qui va pas en mourir, c'est le président dans son bunker. Donc, une fois de plus, c'est ceux qui ont le bouton, qui peuvent faire les malins, qui sont les seuls à être tranquilles et d'être assurés de ne pas subir les conséquences de leurs paroles et de leurs actes. Donc, il y avait quelque chose que je m'amusais à regarder, c'est qu'il y a quelques années, on a demandé une expertise psychiatrique à Marine Le Pen, une expertise psychiatrique à Jean-Luc Mélenchon. Il serait peut-être temps d'en faire une à notre président. Parce qu'il y a un moment, il dirige la France, lui, il a des responsabilités, il engage beaucoup de choses. Il serait temps qu'il se remette à gérer un périmètre et qu'on soit sûr de sa lucidité, j'allais dire. Mais ça, c'est une bonne question d'ailleurs, juste là-dessus, Alexandre Langlois. Est-ce qu'on peut imposer, est-ce que par exemple les parlementaires ou est-ce qu'une pétition peut réussir, citoyenne peut réussir à imposer une expertise psychiatrique au président? Non, a priori non. Après, Régis sera peut-être plus calé, mais comme ça, je vois pas de textes qui peuvent l'obliger. Et les pétitions citoyennes, on sait bien ce qu'en fait le pouvoir en place, il les jette à la poubelle. C'est-à-dire qu'ils disent finalement, même quand il y a des pétitions, ils ont mis en place un système de pétition à l'Assemblée nationale pour dire vous avez le droit de faire une pétition. Si à tant de signatures, on va peut-être en débattre au bureau de l'Assemblée nationale. Et les signatures qui commencent à leur faire peur, en général, il y avait eu ça par exemple pour un débat sur les braves, c'est-à-dire que c'était même pas pour autoriser ou interdire, c'était juste ouvrir un débat sur le sujet. Ils avaient dit bah non, en fait le mieux c'est qu'on n'en discute pas et qu'on n'atteigne pas les signatures, du coup poubelle. Donc en fait les pétitions ne valent rien. Et l'autre chose par contre derrière où les parlementaires peuvent agir, c'est qu'Emmanuel Macron prend beaucoup de décisions tout seul
et normalement, c'est aux représentants, enfin ceux qui sont censés nous représenter, qui devraient pouvoir interagir sur certains sujets, notamment dire qu'on va faire des partenariats avec l'Ukraine, dire qu'on va faire plein de choses comme ça. Et là, il n'y a personne qui se bouge. C'est-à-dire qu'on a des gens qui nous disent on va y aller, il faut faire plein de choses. Et en dehors de se rassembler dans des grands colloques en congrès pour voter des choses et inventer le fil à couper de beurre une nouvelle fois, il n'y a personne sur les sujets graves qui vont engager la population française au quotidien, voire les enfants des Français, que Emmanuel Macron n'a pas, je rappelle. Hein, donc évidemment, les générations futures, c'est pas vraiment son problème. Voilà, donc pour le moment, moi, je suis plutôt très inquiet. Et la hauteur de la France, ce serait plutôt de revenir au général de Gaulle. Je rappelle, à l'époque, il disait l'Europe est de l'Atlantique à l'Oural. Et il y avait une position à l'époque, c'était l'URSS. Donc on était loin de Poutine, on était sur quelque chose d'incroyablement plus complexe. Il était sur une vision géopolitique. Je rappelle aussi également que la Chine, c'est le premier qui a déclaré avec Mao, on va avoir des liens. Parce qu'il faut parler avec tout le monde. Donc en fait, il y a des choses très fortes. Ça, c'est la France, c'est la grandeur de la France, c'est la diplomatie française. Je rappelle que Macron ne parle même plus en français alors que c'est la langue diplomatique traditionnelle normalement. Donc en fait, on est en dessous de tout. Donc on a un petit chef battant-guerre qui essaye de faire peur aux Français, mais qui fait peur à personne d'autre. À la hauteur de l'histoire, c'est la façon, je pense, dont on va dégager Macron qui sera la hauteur de l'histoire de la France. Eh bien, ça c'est dit. Régis. Voilà, moi je partage totalement les termes de la harangue d'Alexandre, y compris pour la référence à De Gaulle. Je rappelle à nos auditeurs que c'est le 60e anniversaire de la reconnaissance par la France de Gaulle de la République populaire de Chine. 64 ans, c'était au début du mois de janvier, il l'avait annoncé en Conseil des ministres, janvier 1964. Bien, donc oui, sur le plan politique et stratégique, notre pays est dans une situation un peu ridicule. Mais il est une situation un peu ridicule parce que il a un président ridicule. On a une vraie difficulté depuis 2017 avec l'arrivée de cet inconnu qui a été installé à l'Élysée par un coup d'État, moi je suis désolé, médiatique, financier et judiciaire. Et donc depuis, on se traîne ce boulet. Parce que c'est un boulet. Il est incompétent au plan politique. Il a d'autres défauts. Il a peut-être des intelligences, j'en ai pas vu beaucoup. Mais politiquement, il ne sait pas comment ça fonctionne. Or, la séquence, là, qu'est-ce qui se passe? Essayons de s'expliquer. Ça relève probablement d'une psychologie malade, mais il a lancé sa déclaration disant on va aller là-bas, il y a une dynamique, il faut aller sur le terrain. Tout le monde s'est récrié, tous les partenaires ont dit non mais n'importe quoi. Puis quoi encore, ça montrait aussi l'état de division de l'Union européenne. Et ensuite, plutôt que d'intégrer cette donnée, plutôt que d'être raisonnable et politiquement intelligent, il persiste et signe parce qu'il ne peut pas supporter ce qui est quand même un camouflet. Il ne pouvait pas le supporter, donc il a renchéri. Et ce qui est très intéressant, j'ai trouvé, c'est que dans un premier temps, ceux qui l'avaient soutenu, c'est-à-dire le Muppet Show, Luc Ferry et puis Cohn-Bendit, tout le monde a vu la séquence hallucinante récente, je crois que c'était sur LCI. On a eu Serge Julie, on a eu Kouchner qui sont venus. Mais bon. Kouchner qu'on n'avait pas entendu depuis je ne sais pas combien de temps, puis d'un seul coup, il ressort de ce placard. On a sorti du placard parce qu'il en fallait bien. Mais après, on a fait donner toute la garde. Ce sont les politiques, sa cour, et un certain nombre d'intellectuels hallucinés. Je pense à Nicolas Tenzer, qui est complètement habité, et qui veulent absolument nous envoyer en guerre. Et on a une déclaration à Prague qui est invraisemblable. Alors, naturellement, c'est toute l'argumentaire Munich. Je rappelle qu'à Munich, c'était une capitulation visant, vis-à-vis d'Hitler, visant à le faire se tourner vers l'Union soviétique, ce qui s'est produit un peu plus tard. Mais surtout, je rappelle quand même que l'Allemagne n'était pas une puissance nucléaire. Là, on est en train de gesticuler, de dire la guerre est revenue sur notre sol. Ah pardon, où ça là? Moi, dans mon village, on n'a pas vu, on ne sait pas. Où sont les soldats, où sont les explosions? En revanche, nous, en soutenant l'Ukraine comme on le fait, on est co-belligérants. C'est-à-dire que, quelles que soient les raisons ou le caractère légitime de l'intervention russe, c'est pas ça la question, c'est qu'on est co-belligérants. Et on est en train de braver une puissance nucléaire. Et Vladimir Poutine a été très clair, explicite. Il dit, attendez, vous êtes sûr que vous voulez nous affronter comme ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire destruction mutuelle assurée.
hein. Donc, je trouve que voir cette équipe européenne totalement irresponsable et qui se fait moucher, comme il vient de se faire moucher par les États-Unis, c'est extraordinaire. Moi, j'ai écouté Kirby, qui est le porte-parole de Biden, venir dire, mais attendez, le président Zelensky n'a pas demandé de troupes, hein, il l'a mouché. C'était horrible. Attendez, monsieur Macron, on va vous remettre votre laisse, et puis si vous continuez à japper, eh bien, on va vous mettre une muselière. C'était un peu ce que ça voulait dire. C'est lamentable. C'est lamentable. J'espère simplement qu'il y a des forces dans notre pays, dans ce pays, qui vont peut-être arriver à lui dire, monsieur, il faudrait être un petit peu rationnel. J'ai même pas dit raisonnable, j'ai dit simplement rationnel. Oui. Non. Oui, parce que l'Europe elle-même n'est pas raisonnable depuis le début. Mais là, visiblement, elle est un peu plus rationnelle pour faire le distinguo entre la France, Emmanuel Macron et le reste de l'Europe là-dessus, en disant, attendez, on se calme, nous, on ne veut pas partir réellement en guerre, on fait semblant, on veut animer les choses, mais absolument pas être co-belligérant. Et cette inquiétude sur la co-belligérance, je pense qu'elle est à double lecture. Il y a évidemment le fameux contre-feu en France, ça permet de parler d'autre chose et surtout pas des problèmes des Français et des problèmes d'Emmanuel Macron avec les Français. Et puis, il y a quand même le fait qu'en considérant que la Russie est véritablement notre ennemi, notre adversaire en guerre, que nous sommes en guerre, alors là, il aura le droit de censurer tous les ennemis sur les territoires français. Et peut-être que c'est aussi un truc qui peut être une ficelle qui peut être tirée, parce qu'on a ici, c'est notre sujet depuis un bon moment, et encore particulièrement aujourd'hui avec notre invité du jour, la liberté d'expression est particulièrement en danger. Et évidemment, vous l'avez vu, on en avait parlé avec toutes ces instances maintenant qui sont mises en place pour lutter contre les ingérences étrangères. Mais attention aussi à cela, attention à cette dérive-là. Je voudrais ajouter quelque chose à ce que vous venez de dire, Clémence. Ouais. C'est d'abord quand, à la suite de la réunion qu'il a convoquée, sans prévenir ses partenaires, il dit il faut rentrer dans une dynamique et il faudra envoyer des troupes sur le terrain. Il le fait pour essayer de s'extirper de la catastrophe politique du salon de l'agriculture. C'est une opération de pure diversion. Le problème, c'est qu'avec cet individu, après, il est embarqué dans un processus qui fait que on parle plus. Il a réussi. On parle plus du salon de l'agriculture, mais il est embarqué et prisonnier de sa foucade initiale, qui fait que on est parti dans une escalade. Mais enfin, je veux dire que moi, je suis quand même un peu stupéfait. Alors, on me dit, mais tu te rends compte du niveau, un peu stupéfait que la structure politique, les institutions, les parlementaires en particulier, je pense aux sénateurs et bien évidemment aux députés, il y a des oppositions. L'opposition est majoritaire au Sénat. Il y a des oppositions plutôt à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'ils attendent ? Qu'est-ce qu'ils attendent ? Ici, j'ai entendu Dupont-Aignan, mais c'est tout. Enfin, c'est étonnant. Oui. Allez-y, Alexandre, bien sûr. Non, je voulais rebondir sur justement les références à Munich, tout ça. Et il y a deux choses. Déjà, on a pu voir pendant toute la guerre froide, ce serait la vraie référence. Plutôt, il y avait deux puissances nucléaires qui étaient en guerre, les États-Unis et l'URSS. Pour le coup, ils se sont jamais affrontés frontalement. Ils ont toujours choisi des terrains de conflits annexes sans jamais envoyer leurs troupes pour justement éviter une explosion nucléaire, sachant bien les dangers qu'il y avait. Et enfin, l'autre chose, c'est pour rebondir sur ce que tu as dit, Clément, sur la limitation de liberté. Et effectivement, quand on est très faible à l'intérieur, on crée des ennemis de l'intérieur. Il faut créer une menace extérieure, créer des ennemis de l'intérieur pour purger. C'est la méthode stalinienne, la méthode nazie. Et je repense à quelque chose qui était le discours donc controversé de Vera Sharav justement à Nuremberg pour les commémorations de l'Holocauste. Elle avait dit l'Holocauste n'a pas commencé dans les chambres à gaz d'Auschwitz et de Treblinka. L'Holocauste a été précédé de 9 ans de restrictions progressives de liberté individuelle et de suspension légaux et des droits civils. Et bon, ça, c'est moi qui le rajoute, par des gens qui ont été élus démocratiquement, avec tous les industriels, etc. Donc, rappelons-nous l'histoire, mais aussi toute l'histoire. C'est-à-dire qu'en France, on est en train de nous mettre petit à petit des gens qui sont élus au pouvoir, qui limitent les libertés. On se retrouve dans 1984, c'est 40 ans après le titre du livre et pas sa rédaction. Mais on est sur quelque chose d'assez grave. Il faudrait qu'on se dise que les choses arrivent progressivement. Et plutôt que de se dire, de voir tous les épouvantails et chiffons rouges qui nous tendent, de se dire, mais attendez, au quotidien, nous, ça va être l'enfer.
Hmm. Alors, allez, on va changer de sujet rapidement. On va picorer chaque sujet parce qu'il y en a. École, évidemment, en ce moment, alors on a vu ce qui s'est passé à Cachan. On en avait parlé déjà hier avec Jean-Paul Brigelli. Les émeutes de jeunes, pour ne pas dire autre chose, à Cachan. Il y a quand même eu 2 policiers qui ont été blessés, une voiture renversée, des cocktails Molotov tirés. Tout ça sans trop comprendre les revendications. Il y avait eu un blocus contre la vétusté des bâtiments de l'école. Et puis derrière, après, ils disent oui, la paix à l'étranger. Bon. Et puis, toujours pour l'école, la semaine d'avant, déjà, un proviseur qui a été menacé de mort à Paris, 20e, dans un lycée, pour avoir demandé à une fille d'enlever son voile. Donc, il y a eu toute une manifestation lundi dernier de proviseurs en soutien à ce proviseur-là en danger et qui expliquait que c'était évidemment pas ni la première ni la dernière fois et que c'était devenu monnaie courante, finalement, ces menaces. L'école va très très mal et là on voit encore en plus les policiers atteints. Alexandre Langlois est touché ici par des petits jeunes, quoi, vraiment des tout petits, des lycéens. Malheureusement, il n'y a plus de cadre, il n'y a plus grand-chose. J'allais faire une blague. Les professeurs et les enfants qui veulent être en sécurité, ils n'ont qu'à faire comme la ministre, notre ancienne ministre de l'Éducation. Tous à Saint-Anislas, comme ça on est bien. Et laissons couler le navire et le naufrage du service public. Blague mise à part, moi je me souviens quand j'étais rentré au RG, donc il y a quelques années, on nous avait montré une vidéo des manifestations de 2003 CPE, nous montrant une vidéo justement de jeunes. Donc, pour le coup, c'était parce qu'ils sont jeunes en âge, mais c'est pas une stigmatisation de la jeunesse en général. Et pour le coup, ce qu'ils ont fait était des actes délictuels. Donc, des délinquants, appelons un chat un chat. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'ils arrivaient en bande et ils ont tabassé un jeune, un autre. Ils l'ont mis au sol à 10, ils l'ont tabassé et ils l'ont laissé complètement avec des blessures, etc. Finalement, c'est le groupe de jeunes, comme une nuée de sauterelles, s'est déplacé vers une autre personne vulnérable. Un autre jeune l'a tabassé, et ils ont aidé le premier jeune à se relever, qui est venu les aider à tabasser le suivant. Et en fait, ce qui veut dire qu'en fait, l'explication des anciens G disait, ben voilà, en fait, on a une génération qui est déjà perdue, qui n'est plus capable d'interagir avec son intellect, et en fait, on l'a tellement laissé pour compte qu'ils n'ont plus que l'instinct bestial pour s'exprimer. Et ce qu'on voit, c'est que même les gens qui ont été fragilisés et tabassés sont capables de se relever pour taper encore le plus faible avec les autres. Il y a cet effet de bande et de meute. Donc, du coup, aujourd'hui, ça fait 20 ans de plus. Donc, ce qui veut dire que la situation, personne n'a rien fait depuis pour qu'elle s'améliore. Donc, on va se retrouver avec des jeunes et des nouvelles générations, en fait, qui vont arriver. Et toute une partie, en fait, n'aura pas les mots pour s'exprimer. C'est pour ça que le gouvernement a pu le constater est en dans la train vidéo. de constater, de casser le vocabulaire, casser les mots, changer le sens des mots pour que les gens ne puissent plus réfléchir. Et en casser plus, on n'a pas l'école. le vocabulaire étendu. Oui, de façon générale, en fait, c'est l'objectif final. Et donc, on arrive à ces résultats, en fait, des personnes qui sont retrouvées avec des astas d'animaux. La bestialité humaine, rappelons que nous en faisons partie du règne animal. Et résultat des courses, on arrive à avoir ces scènes qui vont se reproduire de plus en plus souvent. Et c'est pas parce que M. Darmanin interdit l'achat d'un feu d'artifice en dehors de professionnels que ça va régler le problème, parce que les gens pourront se procurer des choses, ils pourront continuer de construire des cocktails Molotov. Et en fait, à chaque fois, on est sur un sparadrap, sur une jambe de bois. Donc, c'est ce qu'on a encore revécu. Il y aura encore malheureusement des écoles qui seront attaquées parce que ces personnes-là sont aussi dans le rejet de ce qui peut arriver en disant « moi, j'ai pas pu comprendre, moi, j'ai pas pu faire les choses, donc il n'y a aucune raison que les autres comprennent ». Puisque finalement, ce sont les alliés objectifs du gouvernement en allant juste plus vite à ce qu'ils veulent faire, détruire l'école publique, eux, ils le font physiquement. Donc, on aura ça. Et après, la deuxième chose aussi derrière, c'est qu'en attendant de régler le problème de fond, que personne ne veut régler, il faut aussi régler le problème immédiat. Et les lois françaises ne sont pas adaptées pour les mineurs. C'est-à-dire que qu'on doit en aller, les policiers, tout ça, sont démunis face à ça. Les écoles sont aussi démunies parce qu'il n'y a plus de possibilités. En fait, il y a des choses qui sont à remettre en place et personne ne veut les remettre en place. Donc, on est sur un double système. Le fond n'est pas résolu, à part la casse de l'école publique par nos gouvernants qui ne veulent donc pas résoudre le problème. Et de l'autre côté, les moyens d'agir légalement à la fois pour les écoles et pour les policiers avec des choses efficaces. C'est-à-dire que si on fait que dire que les jeunes ils vont faire des choses, derrière la justice ne peut pas faire grand-chose, des mineurs, plein de choses, blablabla, blablabla. Par contre, si on commence à se dire qu'est-ce que font les parents, qu'est-ce que font les services publics, pourquoi on en est arrivé là, et là, il n'y a plus personne qui veut se poser des questions parce que ça en cause beaucoup de choses et personne ne veut se retrousser les manches. Donc, malheureusement, je pense qu'on est appelé à voir ce genre d'événements se renouveler et encore quand c'est médiatisé. Une génération de sauvages. Et voilà, donc comment on rattrape ? Oui, comment on rattrape et comment on fait aussi pour rester en sécurité en attendant de rattraper. Régis de Castelnau. Alors, comment on rattrape ? Le problème, c'est qu'on ne sait plus rattraper. On ne sait plus, on n'a plus les moyens, on n'a plus les techniques, on n'a plus les modes de fonctionnement, on n'a plus les moyens matériels qui permettent d'affronter cette réalité.
moi, ce qui me Déjà, on la voit frappe pas, la réalité, première chose. On la voit pas. Et deux, on n'a pas les alors, moyens. je vais dire un mot. Je vais dire un mot de la perception de cette réalité. Mm. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que dans tout un tas de domaines importants dans notre pays, mais pas seulement chez nous, mais dans notre pays, c'est celui qui m'intéresse, on ne sait plus faire un certain nombre de choses. On ne sait plus faire. J'attends de voir comment vont se passer les Jeux Olympiques, parce que je pense qu'on ne sait plus, par exemple, gérer des grandes Bah, métropoles. on va On parler ne sait d'ailleurs de plus. cette. Enfin, c'était une petite anecdote, mais quand même, ce deuxième ordinateur contenant des documents confidentiels, on avait déjà eu la clé USB. Maintenant, on a un ordinateur là qui a été perdu, volé à Drancy. Quand vous voyez l'état de Paris, on se dit, mais comment ça se fait? Bon, vous savez qu'il y avait eu le Grand Paris qui avait été lancé. On devait faire tout un tas de choses dans le domaine des transports. Les transports en Île-de-France, c'est une catastrophe. Eh bien, on a 10 ans de retard par rapport au programme initial qui avait été mis en place. Je reviens à l'école. Effectivement, on ne sait pas. Comment opérer, Alexandre le dit, on n'a pas les forces, on n'a pas les processus de décision, on gère, c'est du Darmanin tout pur, lui, un incident, une mesure ou un coup de menton sur Twitter. Mais c'est pas avec ça qu'on met en œuvre des politiques, c'est quelque chose de longue haleine. Et alors, on a un problème aussi, c'est que ceux qui seraient chargés en particulier de traiter ce problème, je pense aux enseignants et je pense aux magistrats, pour eux, cette violence est légitime quelque part. Alors, ils vont répondre, mais pas du tout, on n'est pas partisans du fait qu'on puisse taper les policiers, qu'on puisse agresser les enseignants. Non, non, c'est que vous considérez que c'est une révolte sociale, ce qui n'est pas complètement exclu, c'est une révolte sociale, par conséquent, elle est légitime. Donc, il n'y a pas d'encadrement, et là je pense au corps enseignant, et puis à la structure administrative de l'éducation nationale, pas de vague, poussière sous le tapis, et la justice qui ne fait pas son boulot. Je suis tout à fait désolé qu'il ne fait pas son boulot, hein, et qui considère que il faut quasiment dépénaliser cette violence-là. Il n'y a pas de réponse ferme, immédiate. Le problème, c'est que ça se passe très tôt. Ça se passe très tôt et Alexandre a entièrement raison. Il faut revoir complètement la justice des mineurs et les procédures qui sont adaptées, c'est tout. Enfin, ça ne sera pas la solution miracle, mais c'est absolument nécessaire. Et il sait très bien la discordance qu'il existe entre les efforts faits par la police et le constat qu'ils sont obligés de faire du fait que la justice ne suit pas. Alors, on va rester un tout petit peu, Ju- puisque. Ouais, allez-y, Juste Alexandre. une petite chose. Il y avait déjà aussi, ce que disait Victor Hugo, ouvrir une école, fermer une prison, donc ça ferait du travail en moins, mais on n'est pas sur ça. Et l'autre Mais chose c'est aussi, pas, pardon, c'était c'est pas un peu béni oui, ça? c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas béni oui, oui, il y a une chose qui serait en moins, mais par exemple, toutes ces violences de gens qui ne sont pas capables de s'exprimer, je pense qu'une partie, on n'en aurait plus. Et que les policiers n'auraient plus qu'à traiter les réels gens qui choisissent de tomber dans le crime et la délinquance, plutôt que des gens qui, finalement, par limite intellectuelle et par limite, je veux dire, d'horizon dans la société, vont dans la délinquance, je veux dire, par facilité. Et pas facilité, et par manque de recul. Donc, il y a béni oui, oui pour un côté sûrement, mais pas que, parce que je pense qu'on réglerait beaucoup de Mais sauf problèmes si qu'elles les gens sont étaient ouvertes, capables les de écoles, pour réfléchir. le moment. Ah oui, non, Ces mais jeunes-là, ils peuvent c'était aller. ouvert de façon efficace avec toute une marche derrière, etc. Pas ouvert juste on a un bâtiment qui tombe en ruine, des professeurs qui sont abandonnés eux-mêmes et 40 élèves par classe. Et Mm. donc une classe adaptée dans certains quartiers difficiles parce que les gens ne parlent pas forcément français. Donc il y a tout à revoir sur ça. Et la deuxième chose aussi, c'était la responsabilité des parents. C'est une autre anecdote que j'ai vécue quand j'avais commencé dans la police également. On avait récupéré un petit jeune qui faisait du dealer de la drogue ou qui en fumait, je ne sais plus, et du coup amené au commissariat. Et ça, c'est des policiers qui peuvent le faire. Mais pareil, personne n'ose le faire parce qu'après, derrière, c'est compliqué. Il avait appelé les parents, c'était des mineurs. Et les parents ont dit, oh là là, mais gardez-les, on ne sait plus quoi en faire. Ah oui. Donc, il y a aussi un rôle d'accompagnement des parents. Et la réponse de l'officier de police judiciaire à qui j'étais, il a dit, bah, c'est très simple, soit je vous vois dans les 10 minutes, soit je viens vous chercher, enfin, le temps d'arriver, quoi, hein, mais soit je viens vous chercher au bureau, à votre travail, pour abandon d'enfant, avec le gyrophare, les menottes et tout. Ah bah, du coup, les parents sont arrivés assez rapidement, Ouais. finalement. Et donc, du coup, il y a des choses qui sont possibles à faire et aussi donc responsabiliser les parents sur les actes de leurs enfants. Comme Parce couper qu'on les est aides dans une sociales, société. vous pensez quoi du fait de couper les subventions sociales, les logements sociaux aux familles dont les enfants délinquants récidivent?
Malheureusement, ce serait plutôt un contrôle des aides sociales parce qu'en fait, au final, en coupant les aides, ça va encore pénaliser les enfants et on est sur des choses qui sont derrière, qui ne sont pas justes, j'allais dire. Ce qui serait juste, par contre, c'est de regarder comment sont utilisées les aides sociales et de dire si vous les étudiez pas bien, on va mettre l'assistance sociale, on va prendre le relais, on va vous appuyer. Et en fait, c'est une fois de plus, on est sur un relais financier derrière, mais ça ne va pas faire grand-chose. Donc moi, ce serait plutôt pour un contrôle, un accompagnement plus lourd parce que sinon, ça va faire qu'empirer les choses à mon sens. Mais aujourd'hui, malheureusement, les aides sociales, on les donne, mais on ne vérifie pas à quoi elles servent. Donc, même si c'est Et vous imaginez anecdotique, s'il faut mettre un contrôleur derrière chaque famille pour voir comment ça, c'est un travail titanesque. chaque famille, heureusement, tous les enfants ne se retrouvent pas dans la délinquance. Oui, oui. Donc, en fait, on peut imaginer que les aides sociales des familles où ça se passe bien sont bien utilisées. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit qu'il faut faire des enfants. Très bien, réarmement démographique d'Emmanuel Macron, mais qui n'a pas le même sens parce que lui, il est sur autre chose. Mais en tous les cas, c'est de se dire, c'est de donner un cadre sécurisé. Parce que les enfants, ça coûte de l'argent d'avoir des enfants. On est tous un peu placés ici pour le savoir. Et ça ne doit pas être une limite à avoir le bonheur d'avoir des enfants. Donc, qu'on accompagne les familles dans ce sens-là, voilà. Mais par contre, qu'en échange, on est des parents, donc il faudrait plutôt sanctionner les parents plutôt que les enfants. Donc si on trouve un Oui, juste milieu pour que les parents soient sanctionnés pour leur non-responsabilité oui. d'avoir abusé d'une aide de l'État, voilà, mais que derrière, il faut trouver une autre solution pour pas que les enfants soient encore plus pénalisés d'abandon de parents, d'abandon de moyens et d'abandon de tout pour finalement reproduire un schéma qui va engendrer des criminels. Alors, pour finir, je vous ai réservé un sujet à chacun. Alors, pour vous, Régis, le petit bonbon du parquet national financier, évidemment, ça je l'ai gardé pour vous, puisque vous l'avez suivi aussi cette semaine, la mairie de Paris a été perquisitionnée dans l'affaire du voyage d'Anne Hidalgo, qui est partie à Tahiti, vous le savez. Donc voilà, le 5 mars, il y a eu cette perquisition dans les locaux de la mairie et ses annexes. Il faut savoir donc que le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire pour faire la lumière sur ce déplacement controversé, on peut le dire, d'un déplacement de 3 semaines qui a été effectué par Madame Hidalgo dans le Pacifique du 16 octobre au 5 novembre 2023. Le but affiché de ce voyage en Nouvelle-Calédonie et à Tahiti était, je cite, d'approfondir les relations culturelles avec ces territoires. Alors, c'est amusant, c'est Ah doublement non, non, amusant. non, Clémence, c'était encore plus précis que cela. Ah, Elle est partie à Tahiti parce que on fait des Jeux Olympiques à Paris. L'épreuve de surf, c'est normal, on l'a fait à 20 000 kilomètres. Hein. Il y a des spots en France, hein, il y a des spots de hmm, surf, mais là, on a été à la faire en Polynésie, territoire français. Bon, pourquoi pas? Mais enfin, bon, ça montre bien ce que c'est que ce Barnum. hmm, Et elle a été là-bas pour visiter les installations oui. et le spot qui va être utilisé là-bas. Or, elle est arrivée et elle n'a pas été visiter cette installation, elle n'a pas été visiter ce qui était en cours, le chantier, comme elle avait dit qu'elle le ferait, et elle a pris un avion. Un avion des lignes intérieures de la Polynésie, et elle est allée passer 3 semaines sous les cocotiers, ukulélé, sable blanc. Bon, très bien, ça a fait des histoires, et on a posé la question, c'est-à-dire toute la partie Tahiti a été prise en charge par la ville. C'est le petit vol interne qu'elle a payé sur ses deniers. Et ensuite, elle a passé des vacances avec sa fille, ce qui est son problème. Donc, il y avait un réel souci concernant l'intérêt municipal Hmm. de ce déplacement et le fait qu'ils aient été pris en charge par des fonds publics. Hmm. Alors, Alors, bon, deuxième volet, oui. il y a eu un comité d'éthique qui a dit non, non, il n'y a pas de problème et tout. Bon, moi, je m'étais fendu d'un article en pointant les différentes infractions qui existaient. Il ne se passait rien. Et puis, pan, Madame Dati, qui est la chef de l'opposition à Paris, accepte de devenir ministre de la Culture de Macron. Hmm. Donc, on a dealé, on a discuté. Dati a dû demander à ce qu'on l'aide à devenir maire de Paris à la prochaine échéance qui sera en 2026, hein, dans Ce qui 2 ans. montre bien Eh d'ailleurs bien, la vision qu'elle a pour son ministère, je veux dire. Hein, c'est... voilà. Donc il n'y a jamais d'affaires politico-financières, jamais, sans un commanditaire. Il y a toujours un commanditaire. Quand je vois les magistrats, PNF ou pas, se mobiliser sur une affaire, je me dis, qui est derrière? Et donc, je pense que parce qu'une perquisition dans une affaire comme cela est radicalement inutile. Seulement, elle est spectaculaire. Elle va permettre de mettre Madame Hidalgo sur la défensive, et je pense que ce sera au profit de Rachida Dati. Une fois de plus,
utilisation, instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Voilà, c'est ça. Je voulais la deuxième partie, l'utilisation de l'outil PNF pour des rôles purement politiques. Et on verra bien à quel moment l'une pourra remplacer l'autre, hein. Alors, dernier sujet que j'avais réservé cette fois-ci pour Alexandre Langlois. Deux articles, en fait, deux sujets qui se rejoignent pour parler de corruption dans la police. D'abord, cette police qui fait face à une hausse de la corruption de basse intensité dans ses rangs. C'est un article notamment de Libération. L'IGPN observe une augmentation des affaires de corruption touchant les agents en bout de chaîne. Voilà, des policiers qui gagnent de l'argent en vendant à des tiers la consultation de leurs fichiers confidentiels. Et cité comme exemple des fichiers qui sont vendus à 50 € sur Telegram. Et puis, deuxième sujet, Olivier Varlet, le patron du syndicat UNSA Police, qui aurait couvert son meilleur ami, qui était accusé par sa femme et ses enfants de violence, donc violence conjugale, violence contre ses enfants. Et donc, le patron de l'UNSA Police l'aurait couvert. J'imagine que oui, c'est gênant pour la police et que vous souhaitez réagir là-dessus, Alexandre Langlois. Sur le premier sujet de la corruption de basse intensité, malheureusement, ça va s'aggraver. Parce que le niveau de recrutement, la police est descendue à 5 de niveau de recrutement. Ils sont en train de renforcer les postes de contractuels, c'est-à-dire de contrats jeunes, de contrats d'adjoints de sécurité, qui sont embauchés en contrat de 3 ans renouvelables une fois. Ce qui veut dire que pour payer moins, on se passe de la qualité derrière de la formation et du choix de sélection au niveau du recrutement. Donc, résultat des courses, on se retrouve avec des gens qui vont passer les concours de police, quels qu'ils soient, en sachant derrière qu'ils vont vendre des fichiers, qui vont déjà pouvoir infiltrer la police. En fait, la police peut se faire infiltrer aujourd'hui. Ensuite, la deuxième chose, c'est que j'avais souvent battu là-dessus en disant qu'il faut que les gens soient payés à leur juste valeur. Et oui. Quand les gens ne sont pas payés à leur juste valeur, c'est là où ça engrange la corruption. Et ce qui est assez marrant, c'est le justificatif, à juste titre, je pense, que nos élus se donnent pour s'augmenter. En disant, nous, pour lutter contre la corruption, il faut qu'on ait des salaires dignes de ce nom. Par contre, quand il s'agit de payer les autres, là, il n'y a plus personne dans des missions régaliennes, c'est-à-dire avec des accès à des dossiers sensibles, comme on peut voir des fichiers. Voilà, donc du coup, ce côté-là, en fait, ils ne veulent pas le régler. Ils vont mettre quelques personnes qui vont être attrapées, mais malheureusement, ça ne fait que s'amplifier parce que ça fait déjà 10 ans qu'il y a des choses comme ça où des fichiers sont vendus, des procédures sont données à des délinquants et ils sont tranquilles. Donc voilà. Et après, derrière, la police ne fait pas le ménage non plus en interne. Je vais raconter une petite anecdote. C'était au moment du Covid où tout le monde était paniqué par le manque de masques et il y avait justement un adjoint de sécurité qui s'était dit tiens, c'est pas mal ça. Je vais appeler l'hôpital. Je vais dire que je suis missionné par la police nationale pour réquisitionner des masques. L'hôpital n'a pas posé de questions, lui a donné des boîtes en disant ils sont quand même gonflés de nous en demander alors que nous on est sous l'eau, on n'en a pas assez. Résultat des autres, lui les a revendus au marché noir. Ah oui. Mais du coup, sanction de cette petite chose, on lui a dit non mais quand même il a quand même fait le concours d'adjoint de sécurité, on va le garder. Après, il a pu passer le concours de gardien de la paix. Et ensuite, cette même personne a pu faire un chantage. Il était au dossier d'URSSAF et il disait aux gens écoutez, si vous me faites un petit billet, la procédure pour blanchiment, enfin pour détournement de fonds publics, enfin de ne pas payer ses impôts, etc., je vous le fais contre un petit billet. Et c'est là, à ce moment-là, qu'ils ont enfin décidé de mettre une procédure. Parce qu'il y a aussi, donc, du coup, toute la machine administrative derrière qui n'arrive pas à reconnaître qu'il recrute n'importe qui et que du coup, pour faire plaisir à M. Macron et à tout son gouvernement qui a des objectifs chiffrés quantitatifs, pas qualitatifs, d'effectifs, il garde n'importe qui avec un danger à la fois pour la population et pour les autres policiers dont ils salissent la profession. Parce qu'après, les gens vont garder l'exemple qui ne va pas parce qu'il est très facile de salaire une interprétation, il faut 1 minute. Pour s'en construire une bonne, il faut des années. Donc, ça rejoint. Mais ça fait beaucoup penser en fait à tous ces pays, la Russie d'avant, il y a 50 ans, il fallait toujours filer un bakchich pour être tranquille. Je sais pas, les pays d'Amérique latine. Et là, en fait, la France dégringole, quoi. La corruption dégringole au niveau de la police, en fait. Ce que j'avais discuté une fois, on était à un repas de le midi avec des collègues de police, et ils me disent, t'as vu quand même, la Russie, ils sont tous corrompus, il faut donner des bakchiches, etc. à tout le monde. Et j'ai dit, mais t'as vu en France, il n'y a que les commissaires qui prennent les bakchiches. Donc finalement, au bout d'un moment, l'exemple ne venant pas d'en haut, l'exemple descend. Et la corruption descend en bas. Moi, je sais que quand je travaillais à l'aéroport de Roissy, il y avait des caisses de champagne qui passaient, des foulards Hermès. Et j'avais même eu une petite anecdote où j'avais été très mal à l'aise. Je ne vous le cache pas, il y avait une compagnie aérienne qui avait offert un stylo Mont Blanc à un responsable de la police aux frontières. Il m'a dit « Ah, mais il ne marche pas très bien. Est-ce que tu pourrais retourner voir cette compagnie qui me le change ?» Ah oui. Et la compagnie s'était exécutée. Mais je ne vous raconte pas que je n'étais pas très à l'aise en allant faire cette mission. Et à ce moment-là, j'étais jeune fonctionnaire, je m'étais exécuté. Je ne vous raconte pas qu'en fin de carrière, je n'aurais pas eu la même réaction. Donc la corruption, en fait, ne fait que descendre des étages au fur et à mesure et s'institutionnalise. Et je vais prendre l'exemple de ma petite sœur qui vit en Afrique, qui dit au moins les choses sont claires. On sait qu'il y a le petit bakchich à chaque fois, c'est un petit peu une tradition, les personnes s'en cachent. Aujourd'hui, en France, c'est caché, il y a toujours les mêmes qui croquent. Voilà. Et la deuxième chose sur cette chose où on cache les choses dans la police, et une fois de plus, c'est l'administration
l'administration qui est derrière. Donc, j'avais pu discuter avec des gens qui ont eu affaire, du coup, à ce qu'a révélé Ville-Sud Presse, donc des violences conjugales d'un responsable de l'UNSA couvert par le secrétaire général de l'UNSA. D'ailleurs, certains responsables de l'UNSA ont démissionné suite à cette affaire en disant nous, on ne peut pas cautionner des choses pareilles. Les violences faites aux femmes, ce n'est pas admissible. Mais derrière, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est l'administration, en fait, et la justice qui ont les derniers mots. Et l'administration a des procédures disciplinaires qui sont empilées sous des dossiers pour on espère que ça s'oublie. Et en fait, c'est pas une chose qui est faite que pour l'UNSA. Je rappelle une autre anecdote qui avait été révélée par le Canard enchaîné. Il y avait un délégué de unité SGP qui tasait ses collègues qui n'étaient pas d'accord avec lui. Donc, je veux dire, il prenait le taser et leur tirait dessus. Pareil, ça avait été enterré avec une lettre au préfet en disant « Monsieur le préfet de police, on vous rappelle qu'on était à l'époque le syndicat majoritaire. Si vous faites quelque chose, ça va mal se passer pour vous. » Donc, en fait, c'est ce côté chantage en disant « On met les choses sous le tapis » où l'administration est bien contente de les mettre sous le tapis, faire plaisir aux syndicats pour les arranger sur d'autres sujets et de dire « On garde une image magnifique à l'extérieur, mais derrière, c'est complètement pourri. Il va falloir nettoyer de fond en comble cette police, parce que du coup, ça ne fait qu'empirer de jour en jour. Et derrière, les gens sont complètement perdus, et les policiers eux-mêmes, et à la fin, on n'aura plus qu'une milice. Donc, j'espère qu'on n'arrivera pas à cette situation finale, bien que c'est a priori la voie qu'espère le gouvernement. Surtout que le cartel des drogues aussi augmente. Mais bon, c'est un autre sujet. Je vous arrête tout de suite parce qu'on a largement dépassé le temps et on a nos invités derrière qui attendent. On a évidemment Didier Maisto et on a Dieudonné qui est déjà en place ici dans nos locaux, prêt pour cette interview exclusive, vous le savez. D'ailleurs, Régis de Castelnau, je vous le garde. On aura besoin d'un avocat pour nous défendre tout à l'heure. Mais d'abord, allez, on continue. Donc surtout, merci à vous tous. On est, je ne sais même pas compter, je sais pas compter déjà, mais on est très très nombreux ici en direct. Donc merci à vous tous. N'oubliez pas les pouces, les likes, les dons évidemment. Signez la pétition. Je vous dis tout ça. Vous faites tout ça aujourd'hui pour cette émission exceptionnelle. Tout de suite, Didier.